nous, observateurs internationaux, que nous étions bien sûr, nous avons salué le déroulement régulier des élections et la réélection régulière du président Nicolás Maduro. Et c'est là qu'on a assisté à une fronde post-électorale intense, à un lever de bouclier, avec intervention massive étrangère et agressive des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et des gouvernements fascistes d'Amérique latine, tels ceux d'Argentine, d'Équateur, d'Uruguay et autres, et ce, à un niveau jamais égalé, du moins selon les observateurs. Les manifestants s'en sont pris directement, non seulement au statut de Chavez lui-même dans la capitale, mais même dans les villes périphériques. Des statues représentant des peuples autochtones immortalisés par Chavez ont été détruites, exprimant carrément et ouvertement un mouvement fasciste et suprémaciste blanc, dans le genre Bolsonaro au Brésil, ou Milei en Argentine, ou autre, n'est-ce pas, RN en France. En réalité, ce fait n'est pas nouveau. On a l'impression d'assister à un remake de ce qui s'est passé à la dernière élection de Maduro en 2018. En ce moment déjà, voici ce que l'on écrivait les journalistes. Nicolás Maduro, successeur du charismatique Hugo Chavez, tout juste réélu, s'apprête à gouverner le pays dans des conditions difficiles. Fin de citation. Mais pourquoi est-elle branle-bas après des élections au Venezuela? Pourquoi tant de bruit alors que le monde, ou en Afrique et aux États-Unis même, on assiste à des élections beaucoup moins transparentes, truquées même, sans que nulle part on assiste à un tel déversement d'émotions. Il ne s'agit nullement de la prétendue démocratie, de la défense des droits de l'homme comme prétendent les États-Unis et autres. Non, car regardez Gaza, c'est la démocratie, les droits de l'homme. Donc ici, il ne s'agit ni plus ni moins que des intérêts de puissance impérialiste, États-Unis et alliés principalement, dans leur rage du contrôle des ressources minières du monde, et en particulier celle du Venezuela. Tel est l'enjeu. Mesdames et messieurs, pour éclairer un peu les choses, je vais essayer un peu de traiter de l'enjeu en cours. Le Venezuela est un vaste territoire, parce que c'est pas petit, un territoire de 916 445 km², depuis les environs de l'équateur jusqu'au nord du 11e parallèle, soit une superficie équivalente à celle du Nigeria voisin, avec une population d'environ 31 millions d'habitants. Sur le continent, le Venezuela possède des frontières avec la Guyane à l'est-sud-est, le Brésil au sud, la Colombie au sud-sud-ouest et à l'ouest, enfin, à quelques dizaines de milles marins au large des côtes de la mer des Caraïbes au nord, se trouvent les Antilles néerlandaises. Le Venezuela possède également 72 îles dispersées dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Atlantique, regroupées dans les dépendances fédérales. Le Venezuela est l'un des 17 pays méga divers, le mot semble nouveau
au monde, en raison de facteurs tels que sa situation géographique entre le nord de l'Amérique du Sud et la mer des Caraïbes, facilitant ainsi la migration des espèces, en plus d'avoir un climat constant tout au long de l'année. Cela a favorisé, pendant des millénaires, en particulier dans les zones montagneuses et fraîches, comme la chaîne de montagnes côtières, la chaîne des montagnes Périra, la chaîne de montagnes de Mérida et le massif guyanais. Cela a favorisé, disais-je, l'adaptation, l'isolement et la préservation de la vie de nombreuses espèces animales et végétales, principalement endémiques. Le Venezuela, partageant la forêt amazonienne avec le Brésil, la Colombie et autres, se positionne dans le monde comme le 6e pays le plus riche en biodiversité, en termes d'espèces animales et végétales accueillies. Il existe encore de nombreuses espèces non découvertes ni comptabilisées. On estime ainsi que le nombre total des plantes vasculaires pourrait passer de 21 073 actuellement à 30 à 35 000, disons, ou même plus, si tout est découvert. Un pays aux ressources immenses. Mesdames et messieurs, peut-être vous ne savez pas, le Venezuela est l'un des pays les plus dotés par la nature en ressources naturelles. Pays tombant en plein dans le climat tropical, humide, à l'instar des pays comme le Gabon, les deux Congos. Le Venezuela se présente comme un scandale de la nature, un scandale géologique. Il se classe comme 33e rang mondial au plan de la superficie et présente une puissance énergétique majeure. Il détient les premières réserves mondiales prouvées de pétrole au monde, soit 302,25 milliards de barils, soit 1/5 des réserves prouvées mondiales, devant l'Arabie Saoudite, et les 4e réserves de gaz naturel. Le pays dispose également de vastes ressources minières comme or, bauxite, fer, nickel, charbon, pour lesquels le pays occupe des rangs appréciables. Le Venezuela dispose de la plus grosse réserve d'or d'Amérique latine, loin devant le Mexique. Le pays dispose donc de 351 tonnes d'or du métal précieux, ce qui le place à la 16e place au plan mondial. Le Venezuela occupe la 21e et la 23e place dans la production de bauxite. La 21e place dans la production du fer. 32e place du nickel. 34e place du charbon. En ressources hydrauliques, le Venezuela occupe la 12e place de ressources en eau renouvelable dans le monde. Et avec le barrage de Gouri, le 4e plus grand important au monde barrage, avec une puissance installée de quelques 10 200 MW, d'une importante diversité géographique, etc. Quant au produit intérieur brut, en 1950, le Venezuela était classé au 4e rang mondial par rapport au PIB par habitant, derrière les États-Unis d'Amérique, la Suisse, la Nouvelle-Zélande. Selon le FMI, en termes de PIB par habitant, le Venezuela est effectivement le 4e d'Amérique du Sud, avec 9 960 $ par habitant en 2009. Il est la 4e puissance économique latino-américaine en termes de PIB, après le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie. Elle possède la deuxième plus grande raffinerie au monde.
construite à ce moment-là avec des investissements américains. De fait de ces énormes ressources naturelles et notamment pétrolières, le Venezuela est d'abord un pays à économie basée sur le pétrole. En effet, les exportations pétrolières assurent 95% des exportations et 60% du PIB. La principale activité économique est l'exploitation et le raffinage de pétrole pour l'exportation et la consommation intérieure. Le secteur pétrolier domine l'économie avec à peu près un tiers du PIB, etc. Mais je précise que le Venezuela est membre fondateur de l'OPEP. Mais pourquoi un tel pays, si riche, est plongé dans la crise la plus grave de son histoire? Tout simplement parce que le peuple vénézuélien a décidé, depuis l'avènement du régime révolutionnaire de Chavez en 1998, de devenir propriétaire de ses ressources et de se prendre en main en s'assurant sa souveraineté. Comme on dit souvent là, ils ont l'immensité des richesses constituées là, à ce niveau-là, comme au Congo démocratique, un malheur. Il n'y a plus autant de pénurie, il n'y a plus ça. Les magasins sont achalandés, les gens, la vie normale, les marchés sont ouverts et ils ont rempli de produits. Ce qui montre que le pouvoir de Maduro est en train de surmonter la crise. Et ça fait mal aux impérialistes. Donc, de par cette avancée, les chances d'une stabilisation du pouvoir chaviste de Maduro est claire. Ça se stabilise. Alors, pour les impérialistes, notamment US, il faut le déstabiliser. C'est ce qui explique la hargne actuelle des puissances impérialistes à œuvrer de toutes les forces pour faire tomber le régime révolutionnaire de Maduro avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit point en fait d'un problème de démocratie, il a déjà dit, démocratie, ni de défense des droits de l'homme du tout, mais d'une question de souveraineté et de sauvegarde des intérêts des peuples. Il faut que chacun se positionne. Soit on est avec les impérialistes, soit on est contre eux. Toutes les organisations, soi-disant de gauche, qui, comme j'ai entendu de la France la fois dernière, s'agrippent à la question de la démocratie pure, à la trompe et à la Macron, se trompent lourdement de chemin, car ils s'alignent objectivement derrière les intérêts impérialistes, notamment américains et autres alliés. Et ils seront nécessairement rejetés par l'histoire.